Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission bilan du week-end pour revenir sur cette actualité de la Champions Cup. 4 clubs sur 8 qualifiés pour les huitièmes de finale. La belle performance de l'UBB, la qualification en tant que deuxième de Toulouse qui a cartonné hier. Qualification à l'extérieur de Toulon, exploit de Castres. En revanche, déception pour La Rochelle, un des gros de cette compétition qui a perdu à la dernière minute. On va y revenir. On abordera également le 15 de France. Romain Tamac blessé, une indisponibilité qui va durer. Quelles conséquences et quel impact pour le sélectionneur Fabien Galtier? On en parlera avec nos consultants Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero. On parlera également des All Blacks avec le limogeage de son sélectionneur à quelques mois, 18 mois de la Coupe du Monde 2027. Voilà, quelles conséquences? Un invité sera avec nous. Il s'agit de Jørn Borswijk. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Les bienvenus également au 7 20 18 pour interagir avec nous avec le mot-clé rugby, bien sûr. C'est parti pour Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Jean-Baptiste Elissal, bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Oui, Salut François, bonsoir à tous. Je sens une petite voix quand même pour Jean-Baptiste. On ne sait pas souhaiter les vœux, je ne sais pas. Si, on sait souhaiter les vœux. Ça fait déjà. Ouais, mais bon, on sait plus. Ouais, déjà le 25 février. On va revenir quand même sur les résultats. D'abord en partant de celui de La Rochelle, éliminé donc de cette campagne de Champions Cup 2026 à la dernière seconde par les Harlequins, Quentin. Eh oui, avec cette défaite rochelaise 27-17 à domicile face aux Harlequins, donc les Rochelais éliminés un peu plus tôt dans la journée. L'UBB avait validé son ticket de meilleure équipe de la poule avec un 20 sur 20 grâce à un succès à Bristol 27-15. Et puis à l'instant, ça vient de se terminer entre Northampton et les Scarlets. Score final 43-28. Voilà pour les matchs du jour, François, avec donc la qualification de l'UBB, mais l'élimination des Rochelais qui seront repassés finalement en Challenge Cup. Et c'est d'abord la première réaction qu'on a envie d'avoir avec Jean-Baptiste. Rochelais, bien sûr, de cœur, et plus que ça encore, voilà. Et forcément, j'imagine que la déception, parce que ça tenait à un fil, à encore quelques secondes de la fin du match, et finalement, il n'y a pas eu ce point de bonus. Marcus Smith devait-il tenter cette pénalité, selon toi? Pourquoi il l'a fait, Jean-Baptiste? Bon, il l'a fait tout simplement, je pense, pour gagner une minute 30, et pour s'assurer une victoire, parce que je suis pas sûr qu'il voulait absolument éliminer La Rochelle. Il voulait surtout finir second et assurer cette victoire. Donc, je pense qu'il se mettait à l'abri, il économisait un peu de temps. Voilà, c'est dur pour les Rochelais, mais je pense qu'ils l'ont bien évidemment perdu ce soir, la qualification, mais aussi bien avant, notamment la semaine dernière. Ils doivent emporter ce match au Leinster. Ils ont eu toutes les occasions pour y arriver. Beaucoup de coups de pied tentables qu'ils n'ont pas convertis, et ils ont préféré aller en touche. Et puis cette impasse aux Stormers, il me semble. Voilà, donc quand tu perds 3 matchs sur 4, bien évidemment, il est compliqué de se qualifier. Ouais, impasse aux Stormers lors de la deuxième journée. La pénalité de Marcus Smith qui sort les Rochelais du bonus défensif. Ce bonus était synonyme de qualification. Philippe Spanghero, est-ce qu'on peut parler d'un échec? On avait eu l'impression la semaine dernière, dans cette défaite au Leinster 25-24, que quelque chose était, une petite flamme était revenue côté Rochelais. Il y avait à la fois un mix de jeunes et d'anciens. Là, quand même, déception ce soir. Ouais, grosse déception. Alors, on a eu l'impression quand même en début de match que les Rochelais étaient solides sur les fondamentaux, disciplinés en défense. On a vu quand même des gros temps forts des Harlequins en première période avec une belle défense rochelaise. Et puis, ça s'est délité tout ça au fil du match. Il y a ce tournant là juste avant la mi-temps avec ce carton jaune de Winnie Antonio qui fait mal aux Rochelais parce qu'ils reviennent au vestiaire en étant derrière au score, alors qu'ils avaient quand même maîtrisé un bout de la première mi-temps, mais c'est trop faible sur des secteurs de jeu importants, des secteurs de jeu sur lesquels ils étaient très dominateurs. Pourtant, ils avaient les joueurs aujourd'hui sur le terrain, je pense notamment au jeu au sol, dans cette incapacité qu'ils ont eue à ralentir le jeu des Harlequins, qui ont imprimé leur rythme finalement durant toute cette rencontre. Ouais. Quentin, tiens, avec Jean-Baptiste Elissal. Ouais, moi, une question qui concerne Antoine Astag. On a vu son entrée qui était plutôt intéressante. Est-ce que tu comprends pourquoi il était mis de côté comme ça avant le match? Il n'était même pas prévu sur le banc à la base. J'ai pas les informations
J'en ai pas trop entendu parler ici. Ce que je sais, c'est que je pense que Aya West a fait un bon match la semaine dernière, donc dans la continuité, voilà, il avait voulu. Je pense que le coach a voulu récompenser aussi West. Antoine, depuis une saison et demie maintenant, il alterne le très bon et le moins bon. Et je pense que c'est cette régularité qui manque à O'Gara pour l'installer. Ce que je regrette encore plus, c'est que là, en rentrant sur le terrain frais, il doit dire à West que c'est lui qui prend les points, parce qu'il y a cette transformation à 17-17, ça peut changer aussi le cours du match. Enfin voilà, il est là pour mettre les points, c'est son job, et même s'il loupe, tant pis, au moins qu'il prenne ses responsabilités. Voilà. Donc je pense qu'il y a un peu de tout. C'est un garçon qui me semble pas trop en confiance, même s'il a fait une très bonne rentrée la semaine dernière, lui aussi au Leinster. Ouais, effectivement. Alexandre Priam, peut-être une petite stat pour illustrer la désillusion rochelaise. Oui, tout à fait. Allons-y. Eh bien, les Rochelais qui terminent à 75% de réussite au plaquage, 78. Ça vient d'être corrigé. C'est pas génial. 3 pénalités en mêlée fermée. Ça, c'est aussi à noter. Et puis, des Rochelais qui moi, c'est même au-delà des statistiques. C'est la question de ce plan de jeu, de ces passes très très proches de la ligne d'avantage, très très proches de la défense d'Harlequins et beaucoup en avant. Et puis une question plus globale, que reste-t-il à O'Gara à son crédit? Est-il en danger en fait? Est-ce que la position de Ronan O'Gara devient une interrogation à La Rochelle? Vous me posez la question à moi? Pourquoi pas Jean-Baptiste? Je pense pas. La Rochelle n'est pas un club qui panique au vu des résultats, qui prend des décisions hâtives. Et je sais qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, il me semble, post-Coupe du Monde, donc ça doit se négocier en ce moment. Je sais qu'ils sont en pourparlers. On sait qu'il n'a pas caché son envie aussi de peut-être prendre une équipe nationale. C'est un garçon ambitieux, mais je suis pas sûr que ça soit les résultats qui guident le fait ou pas qui quitte le club. En tout cas, je pense pas que ça sera un vœu ni du président ni des dirigeants de virer Ronan O'Gara avant la fin de son contrat. Ça se fait pas ici. Ça c'est très rarement fait. Je crois que ça s'est même jamais fait. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. À l'échelle de La Rochelle, ne pas se qualifier en Coupe d'Europe, c'est pas très grave. Le club a bataillé pendant des années quand j'y étais pour arriver à jouer en top 14, a eu une période très faste au début des années 2020 avec ses 2 titres et se qualifie assez couramment dans les 6 premiers en top 14, qui est déjà là ils sont à 2 points du 6e actuellement. Ouais. Donc voilà, sur l'échelle du très long terme, il y a rien de catastrophique. Mais c'est vrai que si on le compare à il y a 4-5 ans, oui, en effet, les standards sont pas au même niveau, mais je pense qu'il y a eu des re-signatures de joueurs assez anciens, de l'ossature, qui a mis un pet au salary cap. Du coup, il faut pas mal de jeunes joueurs pour compenser avec des salaires un peu moins élevés. L'effectif est extrêmement bien construit. Il est assez déséquilibré. Il n'y a pas beaucoup de joueurs pros. Je pense que pour arriver à faire jouer sa formation, et surtout pas forcément les faire jouer, mais les mettre au niveau quand ils rentrent sur le terrain, pour prendre la place des numéros 1 et que en fait l'équipe continue à tourner, c'est 4-5 années de boulot. Et La Rochelle a commencé le travail il y a très peu de temps, enfin je pense 3-4 ans, donc un peu plus tard que les autres, donc ça portera ses fruits. Voilà, je pense que c'est une période de transition et en tout cas, pour répondre à votre question, je ne pense pas que Ronan O'Gara soit en danger après ce résultat-là, en tout cas pas à La Rochelle. Oui, on entend d'ailleurs quelques petites... et des mécontents. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas très loin du vieux crampon chez Jean-Baptiste Elissalde, bien sûr la famille Elissalde que l'on salue. Philippe Spanghero, quand même, on avait commencé cet après-midi par la qualification in extremis également en tant que super premier, on les appelait comme ça, des Bordelais, 20 sur 20, 4 victoires bonifiées dans la dernière, avec aujourd'hui à Bristol 27-15, avec un triplé de Biel Biarré. Ils ont été heureux selon toi les Bordelais avec cette qualification ou pas? Heureux, en tout cas très réaliste, parce que c'est vrai que pour rendre hommage à Jamba et à son discours des
des dernières semaines, c'est vrai que quelque part, quel intérêt de tenir autant le ballon, parce que je sais pas si Alex a les stats, mais ils l'ont peu eu les Bordelais aujourd'hui, mais ils ont été extrêmement réalistes, ils ont laissé cette équipe de Bristol s'épuiser dans des conditions climatiques difficiles. Une équipe de Bristol qui a vraiment manqué de réalisme sur ses temps forts, parce que ils ont eu des occasions. Il y a un en avant dans l'embut de Genge à un moment important du match. Il y a quand même en termes d'occupation et de possession une équipe de Bristol archi dominatrice, mais par contre le pragmatisme il était côté bordelais. On a senti une équipe maîtriser son sujet, appuyer sur l'accélérateur quand l'équipe de Bristol est revenue là pas loin avec l'essai de Van Dresburg. Donc voilà, c'est sur cette phase de poule, on en a parlé hier, mais c'est vraiment l'équipe qu'on a senti en maîtrise et être au rendez-vous de son statut. Ouais, Jean-Baptiste, sur ce point, sur cette façon de se qualifier aujourd'hui, s'adaptant aussi aux conditions, voilà, il y a de la chance, ou alors ce sont les progrès de cette équipe? Non, il n'y a pas de chance, hein, 20 sur 20, c'est une très bonne note, hein, on peut pas faire mieux. Je pense qu'ils ont été très bons sur les transitions, comme l'a dit Philippe, on en a parlé un peu hier soir, et Bristol, les Harlequins sont des équipes très très joueuses, comme on l'a vu hier avec Gloucester aussi face à Toulon. C'est-à-dire que les mecs, t'as l'impression qu'ils n'ont pas le droit de taper dans le ballon, donc ils s'en dépossèdent rarement, ils s'usent, ils se fatiguent, et quand ils scorent pas, et au bout d'un moment ils le payent parce que c'est très dur énergétiquement. Et Bordeaux a fait son match d'une manière très réaliste en étant super bon encore une fois sur les transitions. Il faut pas donner très peu de munitions à Bordeaux comme ça, et Bristol en a donné au moins 3 ou 4 de trop, et à chaque fois ça a fait kin avec les éléments qu'on connaît. Encore un triplé de Bielbiarré, mais non, un 20 sur 20 c'est pas de la chance, c'est du travail, c'est aussi se préparer pour aller gagner ce match avec le bonus, même s'il arrive à la 80e. C'est un très bon résultat, et ça permet à Yannick et à son équipe, à Yannick Bru et à son équipe, d'avoir un peu plus de confort quand on sait qu'on y lâche du jus en top 14, que les phases finales arrivent, de recevoir comme ça toute la fin du trajet. Et je dis pas que c'est plus facile, mais c'est un peu mieux, un peu plus de confort. Voilà, une première place donc qui assurera la réception des équipes si ça continue jusqu'à la demi-finale. Et ensuite, on le sait, la finale, elle aura lieu à Bilbao, quasiment en banlieue bordelaise, hein, à 2 heures et quelques de voiture, le 23 mai 2026. Mais pour cela, il faudra passer les 8e, les quarts et les demi. 4 clubs qualifiés. Philippe, c'est un bon cru ou pas? 4 clubs sur 8? Non, c'est pas un grand cru. Je regarde un peu le classement. Il faut quand même noter le renouveau du rugby anglais. Hein. On le voit avec son équipe nationale. Mais voilà, ils ont pris les arbitrages qu'ils avaient à prendre. Ils ont pris leurs responsabilités en sortie de Covid. Ce rugby anglais était en crise profonde, économique, sportive. Et on voit malgré tout que ils se refont une santé. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 clubs qualifiés, les Anglais. Donc on en parlait hier soir aussi, la question qu'on peut se poser à l'avenir dans cette compétition, c'est est-ce que les clubs français auront autant l'envie et l'intérêt de la jouer qu'avant, parce que ce championnat anglais, il est peut-être un peu moins dur, il y a moins de dates, il y a aussi une nouvelle convention Ligue Fédé en Angleterre qui fait que c'est beaucoup plus simple dans la mise à disposition des joueurs, dans la façon d'aborder les saisons. Les autres nations, on sait que c'est beaucoup plus facile parce que l'URC est une compétition pas mineure, mais de 2e rang par rapport à la Champions Cup. Et donc finalement, on se rend compte avec le temps, peut-être que c'est qu'un passage à vide du rugby français, mais peut-être aussi que dans les années qui arrivent, c'est le rugby français qui, par son modèle, aura le plus de difficultés à jouer sur les 2 tableaux. Ouais, c'est une réflexion intéressante. Lequel des 2 exploits vous retenez d'hier, Jean-Baptiste? Plutôt le carton de Toulouse, 77-7, 11 essais inscrits face à Sale, Toulouse qualifié en 2e position, ou alors l'exploit du Castres Olympique au Munster avec cet essai d'Ambayang? Et pourquoi Castres? Castres. Je dirais Castres parce que bien sûr que Toulouse fait un très très bon match de rugby, bien aidé par l'opposition, hein, il faut toujours relativiser. Alors
Oui, je suis peut-être un peu, entre guillemets, un peu difficile avec Toulouse, mais eux, là, ils ont été à leur niveau, les conditions climatiques le permettaient, ils ont été largement au-dessus des débats, mais au vu de l'opposition, ça m'a pas apporté grand-chose en fait, à part le fait qu'il n'y ait pas de blessés et qu'il y ait quelques retours et que Dupont soit en forme. Donc je mettrais Castres parce que aller se taper le Munster au Munster, même si c'est pas la grande équipe du Munster et que le rugby irlandais en difficulté aussi, il faut le faire, et que à la revision du match, ils ont bien mené leur barque et puis ils ont rien lâché dans cette compétition. Ils ont jamais fait d'impasse, contrairement à d'autres, et ils sont accrochés. C'est juste récompense. Félicitations à eux. Ouais, Philippe, tu mets en avant lequel des deux résultats, toi? On n'a pas parlé de Toulon quand même, mais Toulon... pas mal, comme pirouette. On a le choix entre Castres et Toulouse. Toulon. Non, mais bon, pour Toulouse, Jean-Bart a raison, c'est difficile de faire un constat. Ce match c'est parce qu'on est pris par le temps, hein. C'est pour ça que je vous alors moi, quand même, Toulon, parce qu'il fallait aller le chercher, assumer son statut. On a dit que Toulon jouerait cette compétition à fond. Ils sont allés faire le match qu'il fallait à Gloucester et ils n'ont pas forcément très bien voyagé cette saison, mais hier soir, ils ont su faire le match qu'il fallait. Ouais. On vous rappelle qu'on peut pas vous donner les affiches des huitièmes de finale parce que le match Glasgow-Saracens a lieu, démarre maintenant, et donc les matchs sont pas encore terminés. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que Pau et La Rochelle seront reversés en Challenge Cup, qu'il y aura 5 clubs français en Challenge Cup, 4 qualifiés en huitièmes de la Champions Cup. Voilà ce qu'on peut dire pour la Champions Cup. Dans un instant, on va parler de Romain Ntamak qui a des petits problèmes de santé au dos. Ça faisait longtemps. Et des conséquences que ça va avoir bien sûr pour le tournoi qui approche à grands pas, et Fabien Galtier. Et puis on va parler aussi des All Blacks dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec nos consultants, Jean-Baptiste Elissade, Philippe Spanghero, notre équipe, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, l'équipe Sud Radio Rugby, et puis vous les auditeurs, 0800 26 300 300, et puis par SMS, vous tapez rugby pour réagir au 7 20 18 par SMS, donc bien sûr, et puis vous pouvez gagner des places aussi, Quentin, oui, vous parce pouvez que envoyer, c'est important. Parce que tu parlais d'envoyer rugby au 7 20 18, mais si vous envoyez SUD par SMS au 7 20 18, et ben vous pouvez remporter des places pour voir le match RCT MHR, le match du samedi 24 janvier. C'est Sud Radio et Canal+ qui vous offrent ces places en envoyant donc Sud par SMS au 7 20 18. Sud Radio et Canal+ diffuseurs du Top 14 et de la Pro D2. On les remercie bien sûr. L'une des infos de la semaine, et c'était il y a quelques jours. Oui, c'est un tremblement de terre en terre d'Ovalie, notamment dans l'hémisphère sud en Nouvelle-Zélande, au pays des All Blacks. C'est le limogeage, ou en tout cas la fin du mandat de Scott Robertson, l'entraîneur des All Blacks. On va en parler bien sûr avec Jean-Baptiste et Philippe, mais aussi avec notre invité Ian Borswick, néo-zélandais, journaliste, grand spécialiste des Blacks et proche ami de Scott Robertson. Salut Yann. Salut François, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors déjà, bonne année, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis, ça j'en suis sûr, contrairement à Jean-Baptiste. Oui. Mais l'année, elle a mal commencé quand même pour Robertson. Et comment tu peux nous expliquer ce limogeage, parce que c'est pas du tout dans les habitudes de la fédération néo-zélandaise? C'est vrai que c'est pas du tout, comme tu dis, pas du tout dans les habitudes de la Nouvelle-Zélande, mais je pense que les dirigeants du rugby néo-zélandais ont regardé les résultats des 2 années, et surtout la manière des défaites, et ils ont pris une décision difficile. Une décision qui est évidemment douloureuse pour Scott Robertson et sa famille. Mais ils ont décidé que c'était mieux d'arrêter les frais maintenant et de recommencer avec quelqu'un d'autre tout de suite. Ouais, Jean-Baptiste Elissal, toi qui as défié les Blacks, est-ce que ça t'a surpris de lire cette info? Oui, franchement oui, parce que c'est pas non plus dans leur habitude. Il faut jamais dire jamais. Je pense que, et j'aimerais savoir si Yann a la réponse, ils se défendent de dire que les joueurs ont mis un peu de pression, notamment les déclarations de. Ouais, est-ce qu'il avait perdu son vestiaire?
Voilà, est-ce que la situation était intenable pour le board néo-zélandais au vu de la déclaration des joueurs, ou est-ce que c'est vraiment une décision qui a été prise sans bon, moi j'ai déjà la réponse quand je la pose, mais voilà, pour moi ça me paraît un peu bizarre, et surtout le timing, à 18 mois d'une Coupe du Monde, il va falloir trouver un remplaçant vite, très vite, qui va remettre les choses en place. Il y a peu de matchs, il reste peu de matchs, donc voilà, c'est compliqué. Non, c'est évident qu'ils ont pris l'avis des joueurs, le groupe des leaders. Il y a une vingtaine de joueurs qui forment le groupe de leadership des Blacks. Il a été interviewé, même interrogé pendant plus de 2 heures sur chaque élément de l'équipe, enfin de l'entraînement de Robertson, mais selon mes informations, il n'y a pas David Kirk, qui était aujourd'hui le président de la Fédé néo-zélandaise, a nié que c'était une révolte des joueurs, mais apparemment la dernière question qu'on a posée aux joueurs, c'était la suivante: est-ce que vous pensez qu'avec Scott Robertson à la tête de l'équipe, vous pouvez gagner la Coupe du Monde en 2027? Et il semblerait que la plupart des joueurs ont dit non. Alors, est-ce que, moi, je me pose la question aussi, s'ils avaient enlevé Scott Robertson de la question, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner la Coupe du Monde en 2007, peut-être que la réponse aurait été pareille. Mais toujours est-il que, avec 74% de réussite, ce n'était pas suffisant aux yeux des dirigeants néo-zélandais. Mais c'est surtout, moi, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la manière. C'est surtout la défaite contre l'Afrique du Sud à Wellington en septembre, 43-10. C'est du jamais vu, et moi personnellement, en 60 ans, j'ai jamais vu une équipe, une performance aussi pauvre de la part des Blacks en match international. Et donc, je pense que c'était ça le début du tremblement de terre, et c'est ça qui a fait penser, qui a réagir les gens. Oui. Je suis d'accord, Yann, mais tu l'as pas vu en 60 ans. Donc, pour une fois, la Nouvelle-Zélande passe à travers d'un match. Ok. Et en une fois, on remet tout en question. C'est ça qui me paraît bizarre. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait plusieurs matchs. Ils ont perdu pour la première fois de leur histoire contre l'Argentine en Nouvelle-Zélande. Ils ont eu plusieurs matchs où, à la dernière 20 minutes, ils ont eu une baisse de performance notable et beaucoup de pénalités. Et il semblait qu'il n'y avait pas une cohésion, le genre de cohésion dont les Blacks auront besoin pour aller gagner une Coupe du Monde en 2027. Sans parler de ce qui se passe, ce qui se passe cette année en 2026. Ils vont faire une tournée de 4 tests en Afrique du Sud. Alors, à l'heure actuelle, le public néo-zélandais n'est pas très confiant par rapport à la possibilité d'aller gagner une série de 4 tests en Afrique du Sud. Oui, donc les joueurs ont eu la peau de leur coach. Voilà, c'est tout simple. Mais je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas quand même aussi, on n'assiste pas aussi à un entraîneur qui est viré, hein, qui est limogé, lui qui a dû gérer une génération, peut-être une des plus faibles générations de l'histoire des All Blacks? Ah, c'est possible. Seul l'avenir nous le dira. C'est vrai que c'est dur. 64% de réussite. Bon, c'est pas affreux. Quand on regarde sur la même période, Fabien Galthié a 65% de réussite. Borthwick avec l'Angleterre, 67% de réussite. Mais non seulement ce n'est pas suffisant aux yeux des Néo-Zélandais, mais je reviens toujours au fait que c'est la manière et le fait que, d'après les rumeurs, il aurait perdu, comme on dit en français, perdu le vestiaire. Et donc, si c'est le cas, je pense que la fédération, notamment avec David Kirk, ils ont estimé que c'était maintenant qu'il fallait réagir, parce qu'attendre encore une saison, c'est trop attendre. Et donc, ils ont pris la décision très difficile, très dure pour Robertson, mais peut-être nécessaire pour l'avenir du rugby néo-zélandais. David Kirk, capitaine des All Blacks en 87, donc a soulevé la première Coupe du Monde de l'histoire, et qui ensuite a fait une très belle carrière dans un groupe de médias du côté de l'Australie. Est-ce que, Philippe Spanghero, cette situation, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Parce qu'en fait, Robertson, il a aussi bien réussi avec les Crusaders. Ce qui est étonnant, c'est que voilà, on s'en sépare aussi rapidement.
Ça se pas rapidement, il avait bien réussi avec les Crusaders et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure pour Ronan O'Gara et j'ai pas rebondi là-dessus, mais bon, malgré tout, ce qui décide c'est souvent le vestiaire pour le sort d'un entraîneur. Et donc là, en l'occurrence, visiblement, le sort a été scellé par les joueurs. Il avait l'air d'avoir un management très affectif, Scott Robertson. Il y a les images des succès avec les joueurs en rôle, lui qui danse au milieu. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il n'a pas réussi à recréer ça avec l'équipe des Blacks. Était-il trop identifié Crusaders, peut-être ? Peut-être, en tous les cas, il y a une question qui se pose, et moi ça m'intéresse d'avoir l'avis de Yann, c'est que ça, sans tout remettre à plat, mais c'est vrai qu'on sent les Baby Blacks un peu moins dominateurs qu'il y a quelques années dans les Coupes du Monde moins de 20. Voilà, aujourd'hui, c'est la deuxième équipe World Rugby derrière l'Afrique du Sud, toujours quand même, donc le niveau d'urgence, il est quand même limité. Mais la vraie question, c'est l'avenir moyen-long terme. On voit que pour la première fois de l'histoire, quelque part, dans ce groupe des grandes nations fortes de l'hémisphère sud, les Néo-Zélandais avaient vraiment le lead. Et puis là, on voit la communication qui a eu lieu avec ce rapprochement avec l'Afrique du Sud, cette volonté de se recoller à l'Afrique du Sud. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi et à la fois une perte d'influence et à la fois une vraie question à se poser sur la formation néo-zélandaise qui est peut-être à revoir ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est peut-être pas la formation, mais c'est la suite. C'est tout l'environnement du rugby néo-zélandais qui a du mal, je pense, à gérer le professionnalisme tel qu'il est aujourd'hui. Le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent à l'étranger, comme vous le savez, et même au niveau du public, on regarde dans les matchs, il y a beaucoup moins de public dans les stades. C'est un vrai problème pour le rugby néo-zélandais. Mais quand on regarde le rugby des jeunes, le rugby des écoles, l'enthousiasme, l'esprit et l'âme du rugby néo-zélandais est toujours là. Mais le problème, c'est que ils ont terminé, ils sont vice-champions du monde quand même, avec dans une finale. Que vous connaissez contre l'Afrique, qu'ils auraient pu gagner. Et donc, est-ce que ça aurait changé ? Je pense que c'est un moment de bascule pour la Nouvelle-Zélande. Je pense que la bascule, c'est vraiment ce match, cette défaite 43-10 à Wellington en septembre. Et jamais on a vu une équipe néo-zélandaise se rendre de la sorte. Et donc, il y a des vraies questions à poser par rapport à l'esprit, par rapport à la culture. Est-ce que Scott Robertson, c'est sûr, il a eu une réussite incroyable avec les Crusaders, 7 titres de champion de Super Rugby. Mais il n'a pas su imposer sa patte sur l'équipe nationale. Et là, maintenant, on parle de revenir à un entraîneur ou des entraîneurs plus à l'ancienne, comme on dit, pour aller essayer de dominer physiquement comme le font les Sud-Africains. Robertson et Xabi Alonso, même combat un peu, c'est un peu ça, on pourrait dire. Mais j'allais le dire, un entraîneur à l'ancienne, on peut mettre n'importe quel entraîneur. Les piliers, on les cherche. Quand tu sors Barrett de la deuxième ligne, il n'y a pas grand monde derrière. Troisième ligne, à Savea, les autres, ça tourne, on sait pas trop. Les demi de mêlée, je pense qu'on en a 4 meilleurs ou 5 meilleurs en France. Le petit Barrett à l'ouverture, il est plus sur la fin que sur le début et ça se sent. Ils sont nuls. Et donc, non, mais mine de rien, c'est vrai ce que tu dis. Ça fait beaucoup. À moins de 2 ans de la Coupe du Monde, on sait pas quel est le 8, on sait éventuellement qui est le 9, on ne sait pas qui est le 10, on ne sait pas quels sont les centres, ni l'arrière. Donc il n'y a pas l'épine dorsale d'une équipe que l'on doit avoir avant d'affronter la campagne qui reste jusqu'à la Coupe du Monde 27, sans parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la tournée historique en Afrique du Sud cette année. Yann, toi qui connais bien Scott, tu imagines son avenir où ? En Nouvelle-Zélande, aux Crusaders, ou une arrivée en Europe ou dans une sélection ? Non, il m'a juste envoyé un petit mot. Évidemment, il est très affecté par ce qui se passe, mais on n'a pas parlé longtemps après les infos du jour. Moi, je vois bien. Je pense que l'ambiance en Nouvelle-Zélande est telle qu'il va vouloir peut-être quitter le pays assez rapidement. Mais est-ce que ce serait pour prendre une sélection ? Je pense pas. Déjà, par rapport à son contrat avec la Fédé néo-zélandaise pendant un an.
Il y a un entraîneur à La Rochelle qui est peut-être sur le départ, j'en sais rien, mais. Ah non, mais J'en profite. Je sais pas à La Rochelle ni à Bayonne ce qui se passe actuellement. Oh là là, ça serait on dingue, a déjà vu. On a déjà vu cette année à Perpignan, peut-être c'est trop tard pour Robertson à Perpignan, mais c'est sûr qu'un de ses rêves, c'est de venir entraîner un club en France un jour. Il faut donc, pas dire ça, il y a un que entraîneur qui va se faire virer la semaine prochaine pour faire de la place. il paraît que les Anglais, les Harlequins sont déjà dessus, encore que vu ce qu'ils ont fait cet après-midi, ils n'ont peut-être pas besoin. Mais je sais que, je le répète, c'est un de ses rêves d'entraîner une équipe en France. Et donc peut-être que ça se fera plus rapidement qu'on ne le pense. Mais qui va remplacer Robertson par rapport à une sélection, qui va remplacer Robertson? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui n'est pas néo-zélandais? Oui. Ça existe, mais on parle de Eddie Jones, mais c'est franchement ridicule. Non, ça sera un néo-zélandais. Il est hors de question d'avoir quelqu'un qui soit pas néo-zélandais. Mon pronostic actuellement, bon, il y a pas mal de. Il y a pas mal de noms qui circulent, mais je pense que le John B. actuellement Ellisal. non, no, John Baptiste, no. Non, c'est plutôt Jamie Joseph, l'ancienne troisième ligne de Otago et entraîneur des Highlanders et même du Japon. Oui. C'est lui qui aurait pour l'instant en tout cas, ce serait lui le favori. Mais il y a d'autres noms. Il y a Vern Carter qui peut venir dans le On a mix. entendu Joe Schmidt, Pat Lam. Pat Lam, c'est une possibilité, mais je pense qu'il est un peu loin, alors que Joseph est quand même déjà en Nouvelle-Zélande. Pat Lam, c'est peut-être une solution de l'avenir, mais Smith, non, étant donné qu'il est toujours lié à l'Australie, je pense pas. L'autre question, c'est que le meilleur pote de Jamie Joseph, celui avec qui il a entraîné non seulement Highlanders, mais également avec le Japon pendant une Coupe du Monde, son meilleur pote, c'est Tony Brown. Ouais. Tony Brown, l'ancien 10 néo-zélandais, qui en fait, est actuellement l'entraîneur en charge de l'attaque des Springboks. Qui fait un tabac d'ailleurs. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, si c'est Jamie Joseph qui prend le relais, il va vouloir évidemment entraîner avec son pote Tony Brown. Alors est-ce que lui, il est sous contrat avec des Springboks jusqu'en 2027 ou est-ce qu'il a juste une année de contrat? Apparemment, les bruits en Nouvelle-Zélande disent qu'il a qu'une année de contrat, alors que Rassie Erasmus aujourd'hui a dit que non, il est sous contrat jusqu'en 27. Mais toujours est-il que les Néo-Zélandais voient ça comme une bonne paire pour pour reprendre l'équipe Jamie Joseph avec Tony Brown. Et pourquoi pas Wayne Smith, un peu comme la figure tutélaire, un peu comme Sir Brian Lahore qui était pendant une époque avec les Blacks, une espèce de gardien du temple pour l'esprit et pour l'âme du jeu. Voilà, on le saura rapidement, on l'espère en tout cas. Et voilà, Yann, on te remercie en tout cas pour cet éclairage sur le rugby des All Blacks, la sélection qui n'a plus d'entraîneur, ce qui est rarement ou quasiment jamais arrivé, on est d'accord, hein? Enfin, historiquement, voilà. Non, jamais. Ils auraient dû le faire en 2003 avec John Mitchell, ils n'ont pas eu le courage. Et inversement, ils avaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, après Jean-Baptiste va s'en rappeler sans doute, après 2007, la défaite en quart de finale, ils ont quand même gardé Graham Henry parce que certes, ils ont perdu en quart de finale, mais ils ont gardé tout ce qu'il avait fait pendant 4 ans et ils l'ont reconduit dans ses fonctions et donc c'est à cause de ça aussi qu'ils ont gagné la prochaine Coupe du Monde en 2011. Oui, 2011. Voilà, merci en tout cas Yann Borswick d'avoir été avec nous, le journaliste néo-zélandais. Avec grand plaisir. Et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. Dans un instant, on va parler de la blessure de Romain Tamac, une des actus du jour bien sûr, et puis on va se diriger vers un Qui je suis d'anthologie entre Jean-Baptiste Elissal et Philippe Spanghero. Restez avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée,
François Trio. Au cœur de la mêlée, Jean-Baptiste Célissal, Philippe Spanghero et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Dans un instant, le Qui je suis, finale de cette émission, cette compétition de culture générale de rugby qui va opposer nos deux consultants sur Sud Radio. Mais petite question, Jean-Baptiste et Philippe. Jean-Baptiste tout d'abord. La blessure et l'indisponibilité de Romain Ntamack, blessé au dos, le rein qui est touché, une période d'indisponibilité qui s'étend minimum jusqu'à mi-février. Il va louper 2 matchs du tournoi. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu réagis à cette annonce qui a été faite par nos confrères de Midol cet après-midi? Eh ben, c'est triste pour lui déjà. Il n'est pas épargné ces derniers temps par les blessures. La deuxième chose, c'est que ça va peut-être mettre fin au grand débat entre Jalibert et Ntamack au poste du numéro 10, à moins que Fabien nous sorte du chapeau, Thomas Ramos à l'ouverture et X à l'arrière. Ce qui n'est pas impossible, bon j'en doute, mais voilà. Donc bon, triste pour Romain et heureux pour Mathieu s'il a enfin la main et comme tout le monde l'attend à ce niveau-là, et voilà, on risque de voir du bon Jalibert et du grand Jalibert, j'espère. Oui, ça veut dire, selon toi, Philippe, que si on suit le raisonnement de Jean-Baptiste, Jalibert, qui était certes en forme, je veux dire, voilà, il est difficilement pas sélectionnable, selon toi? Ah oui, là, je vois pas comment. Bon, après, on ne sait pas quel rapport va entretenir Fabien Galtier avec lui, mais ce serait très dur quand même. On a vu quelques petits, voilà, il y a un peu de friture sur la ligne les derniers mois. Il l'a appelé, il l'a fait repartir quelques fois hors du groupe. Donc là, maintenant, je pense que son heure est venue. Enfin, le débat, on l'a souvent entre Romain Ntamack et Mathieu Jalibert. Romain Ntamack est pas là. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de débat. Et non, je crois pas beaucoup à l'option de Thomas Ramos en 10, parce qu'aujourd'hui, qui s'est vraiment installé au poste d'arrière quand il a eu sa chance? C'est vrai que Léo Barré fait pas eu un très bon début de saison au Stade Français. Donc, on a trop besoin de Thomas Ramos à l'arrière pour moi. Donc je vois pas trop le débat là sur les premiers matchs du tournoi. Bon, voilà, c'est ton dernier mot, Jean-Baptiste? On en reparlera. J'ai peut-être dit une grosse connerie, mais bon, je l'ai dit quand même. On en reparlera. Tiens, un qui je suis à venir, un qui je suis. Qui je suis? C'est parti. Ah oui. C'est moi. Ouais. Et on va faire rentrer un nouveau challenger dans le qui je suis. Alexandre Priam va disputer également la phase de poule. C'est la première fois que je participe. Oui, c'est la première fois que tu participes. Et alors, je vous rappelle, vous donnez votre prénom avant de répondre. Jean-Baptiste, Alexandre et Philippe Spanghero, qui je suis un petit peu spécial puisque mercredi on aura la liste. Avec une victoire, tu peux te qualifier, comme en Coupe d'Europe. Bah là, c'est le premier à 1 point se qualifie pour la finale. Il y aura 2 finalistes. Donc on va aller très très vite. Qui je suis spécial tournoi des 6 nations avec des joueurs qui pourraient ou qui ne disputeront pas ce tournoi des destinations. En tout cas, c'est des joueurs qui pourraient être sélectionnés à l'heure actuelle. On va démarrer avec un joueur né en 2003, donc il est tout jeune, il a 22 ans, il est né à Kildare, il a démarré à Lansdowne RFC. Ensuite, il a rejoint le Leinster en 2023, il est passé par l'académie du Leinster, 40 matchs. Oui, Alexandre. Prendergast. Sam Prendergast. Alexandre se qualifie pour la finale. Donc Alexandre, tu ne réponds pas avant la finale. Un autre joueur, lui aussi assez jeune. Il est né en 2001, 2 février à Pennars, c'est au Pays de Galles. Il a démarré à Gloucester entre 2018 et 2024. Il a fait une pause et en 2025, il revient au Bristol Bears. Il a 35 sélections. Oui, Philippe. Louis Rizamit. Finale en 2 points entre Alexandre et Philippe Spanghero. Pardon, Jean-Baptiste. T'es là, Jamba, ou il y a plus de connexion au vieux crampon? Le micro marchait plus, encore une fois. Le micro marchait plus, oui, voilà. Allez, on va faire un joueur facile. Il est né le 25 mars 94 à Toulouse. Il a démarré à... François Cross. Wow. Alex. Waouh, François Cross. Alex, donc 1 point pour Alex. Allez, c'est en 2. Un autre joueur qui est né en 93, le 17 décembre, du côté d'Édimbourg. Il a démarré dans l'équipe de la Western Province entre 2014 et 2017. Ensuite aux Stormers, à Glasgow, aux Harlequins. Alex, John van der Merwe. Non. 58 sélections avec l'Écosse, 3 sélections avec les Lions. Et il sera la saison prochaine un joueur du RCT. À Toulon. Il sera à Toulon. C'est Alexandre. Alex, Hugh Jones. Hugh Jones, victoire 2-0 d'Alexandre Priam qui aura humilié
absolument tous les consultants. Franchement, Ok. Quentin, tu crois pas qu'on a besoin un peu de chauvinisme et de J'ai fait François franchouillard. Cross. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec des Gallois, des Écossais? Sérieusement. J'avais fait un joueur de chaque pays, tu vois, il me restait Monty Ioane et Alex Mitchell pour compléter. Ah ben ceux-là, je Vu les comment avais. j'ai ceux-là, expédié tu vois. ça, on doit avoir le temps, non? Non, bah là c'est bon, c'est fini là. Sortez-lui Allez, c'est la bon, hein. responsabilité du jeu. Là, n'importe quoi. il faut conclure parce que Judith attend pour cet excellent. C'est excellent. Merci messieurs d'avoir été avec nous au cœur de la Ciao mêlée. tout le On monde. se retrouve le week-end prochain. Il y aura de la Pro D2 du Top 14, il y aura du rugby sur Sud Radio. La radio du rugby, c'est excellent, Judith Belair.